toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons l'un de nos collègues qui signe un formidable documentaire sur l'une des unités les plus secrètes du pays. Bonjour Christophe Cornevin. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes journaliste au Figaro, mais surtout vous avez réalisé cette enquête hallucinante intitulée DGSI, la maison du secret, que Canal+ diffuse ce jeudi 15 mai en première partie de soirée. Alors la DGSI, on le rappelle, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est un service de renseignement français qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ce sont eux, très clairement, qui déjouent les attentats, qui traquent les espions, qui sévissent sur notre sol. Mais avant de parler vraiment du fond qui est passionnant de ce documentaire, permettez-moi cette question. Quand on s'intéresse à une unité dont les missions sont par essence secrètes, quand on rencontre des interlocuteurs qui ne veulent pas être filmés forcément, qui cachent leur identité, quand on ne peut pas filmer les locaux non plus, à un moment donné, on fait comment? Vous n'êtes pas facilité la tâche là, dans cette histoire. Ah non, Damien, ça, je peux vous promettre que ça n'a pas été simple du tout, parce que quand j'ai commencé ce projet avec Jean-Kiki Zola, donc ça remonte, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça a été 25 mois de boulot, donc quand on a commencé avec mon confrère Jean-Kiki Zola, qui est journaliste au Figaro aussi. Au départ, on avait un très très bon contact avec l'ancien directeur de la DGSI, qui s'appelait Nicolas Lerner, qui avait toute notre confiance. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille sur la matière. Et au départ, on avait eu cette idée un peu folle, effectivement, de faire une immersion au sein d'un service secret, sachant que c'est un pari complètement fou que de planter une caméra. C'est ça, c'est impossible. Rendre public quelque chose de secret, c'est normalement impossible. C'est complètement impossible. Et donc, il a fallu qu'on travaille avec beaucoup de méthodes. Donc déjà, on a trouvé une boîte de prod qui était spécialisée dans les sujets ultra compliqués. Donc on est parti avec Memento parce que elle a travaillé avec les forces spéciales, donc elle connaît très bien la matière. Enfin, c'est ces matières un peu secrètes, les gens masqués, etc. Peut-être entre la police aussi et puis cette boîte de production. Et puis voilà, il y a une très très grosse confiance qui s'est faite d'emblée. Et puis après, il y avait aussi, ils savent tourner dans des trucs impossibles en pays en guerre, des choses comme ça. Enfin, ils sont très bons. Et nous, quand on a commencé à tourner, il y avait effectivement ce que vous dites, Damien, c'est qu'on on a planté les caméras et on disait alors ça tu le filmes pas. Les prises électriques étaient cachées parce que même les prises électriques, ça pouvait donner des informations aux adversaires. Ça va beaucoup trop loin. Ça faisait un peu. Donc, et en fait, effectivement, il y avait beaucoup de précautions qui étaient prises par les services parce que c'est normal. On est au cœur du secret de la défense nationale, de la sécurité nationale, et il fallait vraiment le protéger. Donc on avait des gens floutés dans des locaux qui étaient très obscurs. Un peu obscurs. Et puis des gens qui sont pas des grands bavards, quoi. Donc au bout d'un an, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, quoi. Et on se dit on va peut-être faire une méthode. On va faire la technique du documentaire animalier, mais version fauve mutique, vous voyez. Donc, on s'est dit, on va essayer d'accumuler encore plus et plus d'images, des heures d'images, etc., pour essayer d'alimenter, de nourrir des écosystèmes. Par exemple, on les mettrait avec l'espionnage, le contre-espionnage, l'islamisme, la protection du patrimoine économique, etc. Et voir si on peut raconter une histoire, nous, en les faisant vivre. Mais ça aurait nécessité qu'on mette les caméras encore des mois et des mois au sein du service, donc on ne l'a pas fait. Et puis ils n'auraient pas forcément accepté non plus. Et non. Caméras, parce que là, vous avez accès à des documents confidentiels, peut-être des paroles Vous avez dû signer d'ailleurs des papiers de confidentialité. Vous êtes tenu au secret. Est-ce que vous avez vu, vous, par contre, les visages de ces agents que vous flottez? Oui, bien sûr. Nous, on s'est engagé d'emblée à ne rien dire de ce qu'on aurait pu voir ou comprendre qui ne soit pas à l'image. C'est-à-dire que, en fait, les images, le film, il a été complètement... on l'a tourné sur place, mais après, il a été monté à la DGSI. Oui, il était validé par les services de la DGSI. En fait, les séquences... en fait, l'idée, c'est qu'on n'était pas sous contrôle, évidemment, de la DGSI, parce que c'est un exercice complètement libre. Oui, bien sûr. Mais en revanche, pour des raisons d'authenticité, des raisons de sécurité, il ne fallait pas qu'on montre, sans le vouloir, des choses qui étaient de nature à pervertir, corrompre le secret. Votre propos, de toute façon. Qui n'aurait pas servi notre propos. Donc la DG, on a travaillé vraiment, vu que c'est un truc super complexe, on était presque en coproduction avec en confiance totale. Et ça, c'était vraiment hyper important parce qu'il fallait qu'ils se livrent un tout petit peu.
et que nous, on puisse derrière donner à voir sans, en fait, lever un coin du voile sans trahir quoi que ce soit. Et quand on est journaliste spécialisé dans ces questions-là, comme vous, Christophe Cornevin, est-ce que ça veut dire que vous avez le droit d'avoir accès à des informations, par exemple, confidentielles? Je pense que les téléspectateurs se posent cette question-là. Est-ce que, par exemple, vous avez une habilitation particulière en tant que journaliste ou pas? Non, alors il n'y a aucune habilitation particulière, hein, c'est que de la confiance, c'est-à-dire qu'en fait, des services comme la DGSI entretiennent des relations, hein, les services de renseignement, les services secrets, entretiennent des Français, mais à l'étranger aussi, entretiennent des relations avec des journalistes, mais une poignée. Ouais. Très peu. Et en fait, la vraie habilitation, c'est une habilitation morale. Ouais. C'est eux qui la donnent. C'est ce qu'on appelle la confiance. Bien sûr. Cette confiance, si on la trahit une fois, évidemment, c'est comme un fusil à un coup. Ouais. Après, c'est fini. Exactement. Ça marchera plus. Donc, l'idée, c'est qu'on est on chemine sur une voie de crête, un peu comme ça, où il faut donner à voir et à comprendre, sans en ayant une attention vraiment super importante à ne pas dévoiler trop de recettes de cuisine. C'est aussi le rôle du journaliste, effectivement. En tout cas, on va essayer d'avoir des réponses de votre part aujourd'hui, hein, Christophe Cornevin. Voilà, on va essayer de ne pas faire en sorte que vous ayez des problèmes avec les services secrets, bien évidemment. Ouais. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot. Commence ces informations avec Laurent Ruquier qui va donner le coup d'envoi de la nouvelle chaîne qui vient d'arriver sur la TNT. Exactement, rendez-vous le 6 juin à 19h45 pour la soirée de lancement du canal 18 de la TNT. C'est donc Laurent Ruquier qui a été choisi pour inaugurer cette nouvelle chaîne. Et selon nos confrères du Parisien, l'animateur des grosses têtes donc sera aux commandes d'une émission spéciale en direct intitulée T18 c'est maintenant. Au menu présentation de la ligne éditoriale, des futurs programmes et surtout des présentateurs dont Mathieu Croissando, donc vous l'aviez déjà sûrement vu sur BFM TV, c'était un éditorialiste, ou encore Ava Janchidi, qui est la rédactrice du magazine Elle, la rédactrice en chef. Et d'ailleurs, Laurent Ruquier, donc lui, en plus d'être le lanceur de la chaîne, il incarnera une émission culturelle chaque fin de semaine. Absolument. Alors c'est vrai qu'à la télévision, alors sur T18, je ne sais pas s'il y aura ce type d'émission, mais il arrive souvent qu'on croise la route de magazines tels que 90 minutes enquête, vous savez, qui parlent beaucoup aussi de la police, qui véritablement racontent le quotidien d'une brigade, d'un escadron. Est-ce que vous êtes client de ce type de programme? A priori oui, je regarde parce que c'est toujours intéressant de pas rester dans un tunnel, voir comment nos confrères évoquent un sujet qu'on connaît généralement très très bien, mais c'est toujours bien de faire un pas de côté et voir comment généralement c'est assez bien fait. Ah oui, c'est incroyable. C'est assez bien fait. Généralement quand même c'est des boulots très sérieux. Et puis le montage est très bien fait, ça vous prend au début et puis vous êtes obligé de regarder à la fin pour savoir si oui ou non la personne va être mise en garde. Mais oui, mais c'est une folie à chaque fois. À chaque fois je me dis bon allez celui-là je le connais, je connais la matière, je vais regarder juste au début, puis je me fais avaler vous faites avaler complètement. Et souvent d'ailleurs il n'y a rien à la fin, mais simplement en fait vous vous êtes resté et puis ça fait de l'audience. Mais j'ai passé un an et puis ça fait de l'audience, mais en même temps c'est vraiment très bien. Et les services eux-mêmes s'ouvrent de plus en plus à ces émissions de télé. Parce que c'est une autre façon aussi de montrer une image de la police, parce que généralement à la télévision, sur les chaînes d'information en continu aussi, on voit la police qui se fait parfois caillasser par des militants d'ultra-gauche, et là dans ces émissions-là on la voit sous un autre jour. Vraiment, qu'est-ce que le quotidien d'un policier? C'est généralement le but de ces programmes-là. En fait, parce que ça tord le cou à pas mal de fantasmes. On a toujours l'impression que, effectivement, la police, elle est là pour matraquer les gens ou pour empêcher de tourner en rond, etc. Et on se rend compte que c'est essentiellement quand même des fonctionnaires qui comptent pas leur temps, qui vivent pas comme des princes saoudiens, qui ont pas forcément des moyens de folie, mais qui réalisent quand même des opérations parfois assez hallucinantes. Et je pense qu'ils ont besoin de cette reconnaissance. Donc cette reconnaissance, elle est médiatique. Et d'ailleurs, à travers ces émissions aussi, c'est une manière aussi de faire du recrutement, c'est des relais de visibilité, de susciter des vocations, et ça c'est ultra important. Absolument. Parce que de manière intuitive, les gens ils veulent plus dire oh là là, c'est de la police, c'est dur, etc. Mais en fait, ça peut devenir, c'est un métier assez passionnant, je pense. Exactement. Et puis généralement, il y a des galeries de portraits, c'est plutôt bien fait sur comment vivent les gens, etc. Enfin, c'est passionnant. On poursuit ces infomédias avec toute autre chose, la condamnation d'un ancien journaliste du Point. Oui, c'était lundi 12 mai. Donc Azizé Mouré a été condamné avec le directeur de la publication du Point à 4 000 € d'amende chacun. Je rappelle les faits. C'était le 21 juin 2022. L'hebdomadaire publie sur son site donc un article dans lequel le journaliste
journalistes accusent à tort les ex-députés LFI, donc Raquel Garrido et Alexis Corbière, d'avoir employé une femme de ménage sans papier. Et cette dernière aurait été contrainte à des cadences infernales. Donc dès le lendemain, le journal avait d'ailleurs retiré l'article qui était publié en ligne et il avait même admis publiquement son caractère faux et mensonger. Donc suite à ce procès, donc le couple Garrido-Corbière recevront également, eux, la somme de 6 000 € au titre de dommages et intérêts. Christophe, quel est le reportage le plus dingue que vous ayez fait au cours de votre carrière? Est-ce qu'il y a vraiment une enquête que vous avez réalisée, que vous avez écrite peut-être, vraiment qui restera à jamais gravée dans votre mémoire? C'est une question difficile, il y en a plusieurs. Ouais. Moi j'aime bien les mondes parallèles, j'aime bien les mondes très fermés, très clos, très secrets. Donc je me suis retrouvé, comme ça je me suis retrouvé par exemple dans un hôpital psychiatrique qui ne regroupe que des tueurs ou des gens qui sont des gens qui ont tué, quoi. Donc qui peuvent pas aller en prison parce qu'ils sont trop dangereux et il y a pas de place pour irresponsables pénalement et donc ils sont dans des unités de malades difficiles et j'en avais vu une à Villejuif notamment où il y avait c'était un milieu complètement dingue où il y avait une grille devant la télé pour que les gens ne la cassent pas, les lits rivés au sol, un briquet attaché à une chaîne pour pas que les gens puissent mettre le feu partout, vous voyez l'humanité différemment lorsque vous êtes oui voilà c'est ça, mais c'est un truc, c'était vraiment très étonnant. Et puis sur les services, j'avais fait un sujet avec un très long sujet pour le Figaro Magazine sur la DGSE, qui est le service extérieur, donc les services secrets un peu plus offensifs, clandestins, qui vont à l'étranger, qui vont à l'étranger pour trouver des informations cachées. C'est le bureau des légendes. C'est un peu le bureau des légendes, bien sûr, mais pas que. Mais le bureau des légendes, c'est un des éléments de la DGSE. Et là, on était parti quelque part à l'étranger. En Afrique, où on était parti au contact de djihadistes, enfin de sources d'indiques qui allaient donner des informations sur les djihadistes, leur position, etc. Et après, moi j'étais parti de ce renseignement en Afrique, recueilli en Afrique par les agents de la DGSE, j'étais avec eux, on était partis en jeep, etc. Et après on était revenu, ce renseignement était revenu à ce qu'on appelle la centrale, donc le QG de la DGSE. Qui se trouve dans la région parisienne, hein, c'est ça? Qui se trouve à Paris dans le 20e arrondissement. Et là, on avait, j'avais essayé de montrer, en protégeant évidemment toute forme de tout le secret, mais montrer comment un renseignement peut être raffiné, donc c'est-à-dire enrichi par des images satellites, confirmées ou non par des analystes en France, spécialistes de la question, etc. Et en fait, comment tout d'un coup, une machine énorme comme la DGSE ou la DGSI deviennent des outils de réduction de l'incertitude, permettent de cibler tout d'un coup de cibler des gens avant de procéder à des interpellations et des entraves, et ça sauve des vies au bout. Absolument. Parce que c'est pas que on n'est pas dans de la jazz-bonderie, on est vraiment dans des choses qui sont extrêmement concrètes et ça sauve des vies, c'est un truc de fou. Vous parlez d'affaires très secrètes, d'enquêtes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir peur pour votre sécurité aussi, même après, en essayant de revenir un peu chez vous, dans votre vie privée? Est-ce que c'était facile? Non, a priori, c'est quand même des reportages. Il ne faut pas non plus se payer de mots. Hein. C'est des reportages qui sont extrêmement préparés à l'avance. Il y a des services de sécurité qui nous accompagnent, qui accompagnent les agents. Donc des gens qui font des gardes du corps, hein, des gens qui font ça, qui font partie des services et qui font en sorte que en tout cas à l'étranger, hein, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de menaces physiques ou autres sur les intervenants. Donc non, honnêtement, j'ai pas eu peur parce qu'il n'y avait pas de raison objective d'avoir peur. Allez, on termine très rapidement avec le chiffre du jour et vous avez choisi 5,7. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui étaient réunis devant Emmanuel Macron, les défis de la France hier soir. Donc c'est 5,785 millions de Français qui étaient sur TF1 pour suivre un entretien qui a duré plus de 3 heures et dans lequel le chef de l'État s'est exprimé sur les grands sujets de l'actualité. Donc il était confronté aux questions de Gilles Boulot ou d'autres intervenants, dont Robert Ménard par exemple, ou Salomé Saké. Et donc cela représente 29,7% de part d'audience. Eh bien on vous souhaite la même audience. Cher Christophe sur Canal+, ce soir, on en parle tout de suite, c'est dans l'interview du Buzz TV.
DGSI, la maison du secret, donc je le rappelle, hein, c'est le titre du documentaire que Canal+ diffuse ce jeudi en première partie de soirée. Vous en êtes le réalisateur avec Jean-Kiki Zola, hein, qui est également notre confrère au Figaro. Première question que je voulais vous poser, vraiment très concrète, qui sont ces agents qui travaillent au sein de la DGSI ? Alors, ces agents, en fait, il n'y a pas un profil. Ouais. En fait, il y a 150 métiers à la 150 métiers à la DGSI. C'est-à-dire que la DGSI, c'est un immense vaisseau qui navigue en eau profonde et dans laquelle on peut embarquer. Ils recrutent tous les ans et il y a des profils extrêmement variés. Vous avez évidemment, c'est un service de police. Il y a presque 6 sur 10, c'est des policiers. 6 sur 10, c'est des policiers. Donc 59%, c'est des policiers. Donc spécialisés dans le renseignement ou alors dans l'enquête judiciaire, parce qu'ils font les deux. D'accord. Après, il y a des sachants, des gens qui apportent. Des scientifiques. Alors, il y a des scientifiques, des spécialistes en cyber notamment, parce que évidemment la menace cyber est de plus en plus forte. Il peut y avoir des linguistes rares, qui parlent des langues au hasard, on va dire des langues arabes, des langues russes, exemple, le perse, le russe, le chinois, sans vouloir pointer. Tous ceux qui se trouvent au niveau de l'arc de crise, disons, c'est ça. Exactement. Il peut y avoir aussi évidemment des analystes, dont des gens qui viennent de Sciences Po, qui sont vraiment spécialisés soit dans des zones géographiques, soit dans des mouvements politiques subversifs ou pas. Donc ce sont des géopoliticiens. C'est des géopoliticiens, tout à fait. Il peut y avoir après des juristes, parce que quand vous montez des opérations, il faut que ce soit impeccable et taillé au cordeau pour ne pas se faire démonter procéduralement derrière. En fait, comment ils deviennent tous agents secrets, ces gens-là? Comment ils sont recrutés? En fait, donc vous passez un concours, vous êtes reçu ou pas par la DGSI, mais les heureux élus, après, ont une formation en interne qui dure plusieurs semaines, où on apprend plusieurs choses. Déjà, avant de passer le concours, la DGSI va regarder 2-3 choses comme ça au passage, voir un peu quelle est votre hygiène informatique. C'est-à-dire, il va y avoir un criblage, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le criblage. Voilà, vous êtes criblé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, c'est pas non plus hyper intrusif, mais on essaie d'éviter. Je pense que les services essayent d'éviter d'avoir des gens qui sont en connexion avec, la Russie, par exemple, avec une ambassade, avec des gens qui ont des profils un peu à risque, ou avec un imam salafiste et si on voit qu'il y a des relations très continuelles avec ça peut être, ce sera forcément un veto. Puis ça peut être aussi de la friabilité dans la vie perso, je pense. Ça, c'est-à-dire que par exemple, j'ai caricaturé la chose, mais un agent qui a une double vie et qui trompe sa femme, il peut ne pas devenir agent secret? Alors ça, je ne pense pas que ce soit le. Non, je pensais plus à. Non, ça, je ne. C'est pas du tout ça quand vous parlez de friabilité dans la vie personnelle. Non. Attention, on ne parle pas pour un ami. Non, je pensais plus à, par exemple, à quelqu'un qui serait marié avec, par une dame qui est mariée avec un monsieur qui est justement iranien, chinois, et qui travaille dans le nucléaire, par exemple. Et tout d'un coup, on se dirait, oula, c'est ça, il va falloir quand même. Voilà, c'est quand même des petits éléments. En fait, l'idée, c'est parce que quand vous rentrez dans le domaine du secret, c'est une famille. Oui, bien sûr. Et il faut que tous les gens qui y rentrent soient irréprochables. C'est bien payé ici, agent secret ou pas? Mais en fait, c'est agent de la DGSI, c'est du contre-espionnage. Mais c'est pas mieux payé je pense, que dans la police judiciaire ou ailleurs. Mais les gens viennent pas pour l'argent. Les gens, ils viennent pas pour l'argent. Ils viennent. L'engagement. Oui, mais vous savez que de plus en plus, vous avez notamment des jeunes diplômés de grandes écoles. Mais de grandes écoles de commerce, quand on parlait de Sciences Po, des grandes écoles d'ingénieurs, etc., qui cherchent du sens. Et en fait, travailler pour ces grandes institutions comme la DGSI ou la DGSE ou d'autres services, c'est un vrai sens, parce que vous êtes là pour sauver des vies. Vous levez le matin, vous n'êtes pas là pour faire que du chiffre d'affaires. Vous êtes là pour démanteler des réseaux, pour éviter qu'il y ait des attentats qui se passent. Vous savez que la DGSI, elle a démantelé 52 attentats depuis 2017. C'est énorme quand même. Vous, dès le début du documentaire, il est précisé qu'un agent de la DGSI, quand vous parlez de vocation, c'est vraiment quelqu'un, ça peut être un frère, une sœur. Dès que la personne se lève le matin, va travailler, la personne est agent et elle peut nous le cacher toute notre vie. Par exemple, moi, si mon mari me cache qu'il travaille pour la DGSI, comment on peut cacher tout ça au quotidien à nos proches? Je pense qu'en fait,
dans le cercle très privé, mais c'est une analyse tout à fait personnelle, parce que je ne pense pas que la DGSI a envie de beaucoup communiquer là-dessus, mais en gros, ce que je comprends, moi, de la situation, pour les connaître un petit peu, c'est que la famille proche, on va dire, n'ignore pas évidemment que leurs parents, leur père, leur épouse travaillent dans ce service. Mais après, qu'est-ce qu'ils y font exactement ? Qui y voit, sur quel dossier ils sont actuellement, dans quelle matière ils évoluent. Ça, en revanche, c'est pas du tout diffusé. Ce qui veut dire en creux que quand vous avez un film, en fait, ce film, il permet aussi aux agents, c'est un peu comme le Bureau des légendes. Ouais. Le Bureau des légendes, ça permettait aux agents de la DGSE de dire à leur famille, à leur entourage, bon, tout le monde n'est pas au Bureau des légendes, mais ça raconte un univers. Ouais. Et en fait, en disant, voilà, éventuellement, si tu veux comprendre un peu mieux ce que je fais, regarde cette série, elle te donnera un peu l'ambiance générale de ce qu'on fait. Et en fait, nous, le film qu'on a fait avec Jean-Kiki Zola, mais parce que c'est un truc énorme, donc on a fait ça avec 2 autres co-réalisateurs qui étaient spécialisés dans l'image, donc Stéphane Ribojade et puis Anna Rock. En fait, l'idée, c'est qu'on a, qu'on a tourné des opérations, on a reconstitué des opérations que eux-mêmes nous racontent. Ce qui permet comme ça de montrer à ces agents, quand ils verront leur famille, regarde, voilà, on fait ça à peu près, on travaille dans tel domaine, on emploie tel genre de technique, voilà. Et c'est très concret d'ailleurs ce que vous illustrez, parce que vous montrez le travail de la DGSI en gros à travers 3 affaires. La première porte sur une opération de contre-terrorisme, baptisée Ulysse. Les agents vont être très clairs, les agents à ce moment-là déjouent un attentat. Comment s'y prennent-ils? Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai, d'entendre dans les médias, sur les chaînes d'information continue, qu'un attentat a été déjoué en France. Mais là, grâce à votre documentaire, on se rend compte comment et quel mécanisme se cache derrière ce genre de terme. Comment ils font pour déjouer un attentat? Alors, c'est jamais la même recette. Oui. En fait, les services de renseignement, leur force, c'est l'agilité, l'ingéniosité, en fonction de... Chaque cas de figure nécessite la mise en place d'un dispositif différent. Là, par exemple, on a choisi une opération tout à fait exceptionnelle et ultra sensible que les agents de la DGSI racontent pour la première fois eux-mêmes, où on a... c'est presque un film, quoi. Il y a des rendez-vous dans un cimetière, des armes cachées dans une forêt. Une planque dans une forêt. Une planque dans une forêt, une cyber-infiltration d'un agent de la DGSI qui se fait passer pour un djihadiste pour manipuler le service des opérations extérieures de Daesh. Pour être crédible dans ce contexte, parce qu'il faut adopter un comportement particulier, un vocabulaire aussi assez précis, comment un agent de la DGSI, dans le cas que vous venez de présenter, peut être crédible? En fait, ce qui se passe, c'est que l'agent de la DGSI, l'agent de la DGSI qui va se faire passer pour... là, en espèce, c'est en fait la DGSI a fait appel à un service très spécialisé qui travaille aussi pour la DGSI, qui a utilisé le SIAT, le service interministériel d'assistance technique. C'est un mot très neutre, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est d'une sensibilité extrême dans l'univers de la police. C'est un service en gros qui gère notamment les sources, qui met les infiltrés dans les dispos, etc. Mais c'est sous contrôle et évidemment animé par la DGSI. Et comment elle fait la DGSI? En fait, elle est ultra renseignée, c'est-à-dire que avant de passer à l'action, ils se documentent, mais de manière intense. Ils ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire que dans les procédures, ils vont regarder, quand ils vont prendre des téléphones, ils vont voir tous les échanges téléphoniques, comment ils parlent, c'est quoi leur tic de langage, c'est quoi leur diminutif, etc. Et ils vont tout d'un coup apprendre petit à petit la langue du terroriste. C'est un comédien en fait. Yeah. C'est-à-dire que c'est un acteur qui s'est imprégné, qui se glisse dans la peau d'un personnage. Ils sont obligés de rentrer complètement dans un rôle pour faire cette illusion. Et en fait, dans les services de renseignement, il y a une phrase qui dit souvent qu'ils agissent comme vous connaissez Houdini, le magicien. Oui, absolument. Oui. Où on est enchaîné, etc. Et Houdini, en fait, il avait un slogan. Il disait: la main qui s'agite
cache la main qui agit. Ah oui, absolument. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, ils peuvent déployer tout un discours, etc., pour endormir, entre guillemets, la confiance, ou aller au contact de gens qui peuvent être potentiellement des cibles, et après, préparer au même moment des opérations d'entrave pour déjouer des attentats majeurs, parce que tout à l'heure, Damien, on disait que ça pouvait déjouer un attentat. Par exemple, l'histoire qu'on raconte, elle se passe en 2015. Oui. Elle commence en février 2016, donc après les attentats de Charlie Hebdo et évidemment le massacre de Paris du 13 novembre. Donc évidemment, là, la France est complètement sous le choc. Et là, le service apprend, grâce à ces capteurs qui sont nombreux, que le Daesh va remettre ça. Et donc, il y a une course contre la montre pour essayer de voir qui va faire cette opération. Ils savent juste qu'il y a un groupe qui devrait être à Marseille, un groupe qui est à Strasbourg, qui devrait monter et faire l'opération, mais on n'en sait pas plus. Et l'idée, c'est de pénétrer complètement ce milieu et le démanteler. Et ils ont réussi à le faire grâce à ce stratagème, ces rendez-vous dans les cimetières des armes enterrées, etc., etc. Et en fait, au bout, ils ont quand même pu, et ça on a pu en administrer la preuve en procédure, ne pas faire d'attentat contre Euro Disney. Absolument. Contre le 36 quai des Orfèvres, contre la DGSI elle-même. C'est-à-dire que quand même, c'est vraiment des opérations qui sont extrêmement précieuses. Et ça, généralement, quand les agents le font, quand ils réussissent un coup, on n'en parle pas. Et très rapidement, qu'ont pensé les agents de la DGSI qui ont vu ce documentaire? Pour eux, ils sont très contents. Je pense qu'ils sont très contents parce que je pense qu'on a été fidèle à l'engagement, c'est-à-dire de raconter des opérations complètement réelles, enfin de les faire raconter leurs opérations, tout en respectant ces codes du secret, donc c'était bien. Et puis il y a plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'en fait, on a expliqué au public que les services de renseignement, c'est pas uniquement là pour faire de la surveillance généralisée, Big Brother, etc. Ça a pu parler aux jeunes, donc les jeunes, tout d'un coup, ça peut susciter des vocations. On en parlait Cécile et Damien tout à l'heure. C'est une carte postale quand même qu'on envoie à nos adversaires en disant attention, quand même, on ne se laisse pas faire. Et c'est aussi une carte postale aux décideurs. Parce qu'ils peuvent devenir potentiellement des cibles, chefs d'entreprise, cadres de Grand Canada, en disant attention, vous aussi, vous pouvez être menacés. Donc c'est pédagogique. Merci beaucoup Christophe Cornevin, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle DGSI, la maison du secret, c'est le titre du documentaire que vous avez réalisé, que Canal+ diffuse ce jeudi en première partie de soirée. On n'a pas eu le temps de tout aborder, mais il y a aussi une séquence absolument incroyable où l'on voit deux agents de la DGSI qui interpellent un espion russe, qui l'appréhendent en tout cas, et ça je peux vous assurer que c'est très rare, c'est unique à la télévision. Il faut absolument que vous regardiez ce documentaire donc, qui a été réalisé par vos soins et par Jean-Kiki Zola aussi, qui est notre collègue au Figaro. Merci d'avoir été sur ce plateau. Cécile. Et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.